Podcast Échec Avant, en collaboration avec Hockey Ballers, Bull Nutrition, DA Sport, Rénovation Calfeutrage Alcam, Deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, Cadence Virtuelle, FDHL, All-Star Cup, Sliders Keepers, Golden Break, AAD Lab, Gestion Arvika Inc., McDonald's, la voûte sportive, Focus, gardien de but, Deck, pour qui, Sabrevoix. Prépare-toi, l'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Édition du 12 septembre 2025. C'est parti! L'échec avant où le sport s'anime, des débats passionnés, des moments sublimes du hockey de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, on brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux, la MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport différent. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre Échec Avant, le podcast sportif là où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. Ce soir, épisode 100% NFL avec le début de la saison qui a débuté le week-end dernier. Ce soir, et non, vous n'avez pas le maître, vous n'avez pas Pierre, David, Bolduc, mais attention, il a accepté de relever ce défi. Il a accepté de chausser de grosses pointures. La voix mielleuse de votre échec avant, Cédric Paquette, se joint à nous pour le segment 100% NFL sur le terrain. Cédric, comment ça va? Ah, super bien, toi. Ça va très bien, à part que là, je vois que mon shifter de F1 est dans le chemin. Là, ça me tape un peu ses nerfs, mais là, je pense qu'il aura pu... Il va être là pour le reste du show, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Cédric, enfin, j'ai envie de dire, qui dit retour de la NFL, dit l'approche de la saison dans la Ligue nationale de hockey également. Ça annonce de gros shows à venir dans les prochaines semaines. Je suis pas en train de dire que la LCF, ça donne pas des gros shows. Je suis pas en train de dire que le CF Montréal, ça donne pas des gros shows. Mais quand on rentre dans la NFL, quand on rentre dans la Ligue nationale de hockey, là, on rentre dans le vrai. Là. On rentre dans le vif du sujet. Là. On rentre dans le gros show. Cédric, 100%. la semaine 1 de la NFL qui débutait la semaine dernière, j'ai envie de dire qu'il y a eu des surprises, il y a eu des déceptions, même plusieurs, j'ai envie de dire, et on va y revenir. Parce que là, dans le fond, mesdames, messieurs, on va fonctionner comme à l'habitude, aussi simple que ça. À tous les débuts d'épisode, on revient sur la semaine précédente. Ensuite, on enfile le top 5 des meilleures et des pires équipes dans la NFL. On fait le tour du classement, on fait le tour des meneurs et ensuite on évoque nos prédictions de la semaine suivante. Jeudi le 4 septembre dernier, prenait l'envol de la saison dans la NFL et les Eagles de Philadelphie recevaient la visite des Cowboys de Dallas. On ne savait pas trop à quoi s'attendre des Cowboys parce qu'on le sait, quelques jours avant, ils ont procédé à une transaction importante en envoyant Micah Parsons du côté des Packers de Green Bay. Micah Parsons, pour ceux qui ne le connaissaient pas, était probablement la pierre angulaire de la défensive des Cowboys. Et Jerry Jones, qui est le président des Cowboys, vous n'avez probablement déjà entendu parler. On entend aussi souvent qu'on entend parler de Donald Trump. Et c'est pas des farces. On fait une série sur la NFL sur Netflix, puis tout ce qu'on voit, c'est Jerry Jones. Donc, a été échangé aux Packers de Green Bay.
On savait pas trop à quoi s'attendre des Cowboys. Certains déjà mettaient les Cowboys devant le fait accompli, les mettaient en dessous de l'autobus. On se disait, on va jamais être capable de s'en remettre, on sera pas capable de se relever, on a beau avoir une défensive correcte. Va falloir vraiment qu'on on se retrousse les manches du côté des Cowboys. Eh bien, surprenamment, les Eagles l'ont emporté 24-20. Mais ça n'a pas été une dégelée, somme toute. Après un quart, c'était 7-7. Après deux quarts, on avait un déficit d'un point du côté des Eagles de Philadelphie. Non, c'est pas vrai. On avait une avance d'un point du côté des Eagles de Philadelphie. Et il y a eu seulement 3 points inscrits lors des 2 derniers quarts. Donc, somme toute, du côté des Cowboys, j'ai envie de dire que malgré la défaite, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais c'est mission accomplie. Là. Absolument. Moi, je m'attendais à un match beaucoup moins serré. On est passé peut-être. Tu sais, il y a eu une passe échappée là, du côté des Cowboys. Si je me souviens bien, c'est CeeDee Lamb qui a échappé le ballon en fin de match, qui aurait peut-être pu aller voler la victoire aux Eagles. Donc, je pense que effectivement, comme tu dis, c'est mission accomplie. Je pense qu'à long terme, je vois quand même pas les Cowboys comme un contender pour le Super Bowl, mais beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais contre les champions défendants en Philadelphie. Dak Prescott, 21-34, 188 verges. Les seuls 2 touchés ont été inscrits au sol par Javonte Williams, 15 tentatives, 54 verges. Et du côté des Eagles, Jalen Hurts, 19-23, 152 verges. A 2 touchés au sol également pour le corps arrière des Eagles. Donc voilà, les Eagles là, qui ouvraient la parade là, du côté de la NFL avec une victoire de 24-20. Vendredi le 5 septembre, si vous étiez tanné d'en entendre parler, eh bien ce n'est que le début du commencement. Les Chiefs de Kansas City qui visitaient les Chargers. Et là, les Chargers avaient connu une pas pire saison la saison passée. Ont eu malheureusement des déboires avec Justin Herbert, des blessures. On ne savait pas trop à quoi s'attendre pour le futur. Du côté des Chiefs, on se disait, bon, on l'a échappé contre les Eagles la saison passée au Super Bowl. Un Travis Kelce qui est revenu, qui se fait de plus en plus vieillissant. Et surprenamment, les Chargers ont été capables d'aller chercher la victoire contre les Chiefs et d'imposer une défaite au premier match de la saison. Je ne sais pas si c'est quand la dernière fois, puis si c'est déjà arrivé depuis l'ère Pat Mahomes que les Chiefs ont perdu leur premier match, mais somme toute, c'est assez rare de voir les Chiefs débuter avec une fiche de 0-1. Au niveau des statistiques, eh bien, Pat Mahomes, 24 en 39, 258 verges, une passe de toucher. Son vis-à-vis Justin Herbert, quelle performance, Cédric! 25 en 34, 318 verges, 3 passes de toucher. On a souvent parlé dans la LCF, mais c'est arrivé pas trop souvent. Mais j'ai envie de dire que c'est un scénario qu'on revoit souvent à chaque semaine dans la NFL et je vais te poser la question d'entrée de jeu. Est-ce que pour toi, un corps arrière qui frôle les 40 passes tentées, c'est trop? Ça commence à être beaucoup. Ça dépend évidemment là, du corps arrière en tant que tel. Je pense que Justin Herbert est capable d'en prendre, mais quand on arrive proche de 40, je pense que c'est beaucoup. Peut-être qu'on va en parler quand on va passer sur le match des Patriots. Je trouve que justement, quand on regarde un gars comme Drake May, là, je trouve qu'il a trop lancé le ballon, justement. Donc, je préfère qu'on s'en tienne à peut-être mieux, mais quand tu vois la performance qu'il a livrée, je pense qu'il a prouvé qu'il est capable d'en prendre à ce niveau-là. Moi, ça m'a surpris, honnêtement, un gros match comme ça. Quand tu joues contre Patrick Mahomes puis tu ressembles au meilleur carrière sur le terrain, mais ça veut dire quelque chose de quand même assez gros, même si c'est juste la première semaine. Donc, oui, peut-être un peu beaucoup de passes tentées, mais somme toute, il a été capable de le prendre, il a été capable d'aller chercher une grosse performance, une grosse victoire. C'est vraiment lors du dimanche le 7 septembre que prenait l'envol de la saison de la NFL. Plusieurs matchs étaient au rendez-vous. Et on va commencer avec... là, il faut prendre en considération, mesdames et messieurs, qu'on ne va pas faire un survol de tous les matchs nécessairement. On va vraiment aller avec les matchs qui ont été le plus serrés, les matchs qui ont été le plus intéressants. S'il y a eu des dégelés ou des matchs à bas pointage, on va élaborer le pointage, mais on ne va pas nécessairement s'arrêter sur ces rencontres-là. Donc, un peu comme les dernières saisons avec Pierre-David Bolduc, on va vraiment viser les matchs qui ont été intéressants et importants lors de la dernière semaine.
Et c'est de ceux-là, donc, qu'on va parler. Les Buccaneers de Tampa Bay de Baker Mayfield recevaient les Falcons d'Atlanta. Et on a eu droit à un bon match du début à la fin. Un début de match qui a été somme toute plutôt tranquille. À part le fameux toucher de Bijan Robinson, 50 verges, une passe de Michael Penix Jr., le jeune corps arrière des Falcons. 23-20, la victoire des Buccaneers. Baker Mayfield, depuis son arrivée avec les Buccaneers de Tampa Bay, Baker Mayfield n'est plus le même. Il est en pleine possession de ses moyens. On dirait qu'il est dans son pic. 17 en 32, ce qui n'est pas wow, mais 167 verges, ce qui est correct. 3 passes de toucher. On parlait juste avant des corps arrière et de la tentative de 40 passes et plus. Michael Penix Jr., 27 en 42. Près de 300 verges, une passe de toucher. On était capable de mettre des points au tableau du côté des Falcons. Mais je pense qu'il est rendu au-delà de 40 passes. Ça revient à ce qu'on disait. Ça commence à être beaucoup. Là. Ça commence à être beaucoup, surtout pour un corps arrière recru là, en Penix qui a joué quelques snaps, si je ne me trompe pas, la saison passée, mais qui n'était pas le partant pour les Falcons. Donc, c'est une grosse tâche on y a mis dans les mains là, pour le premier match. Mais toute une fin de match, là, la remontée du terrain des Buccaneers pour aller chercher la victoire. Emeka Egbuka qui a eu un très bon match, deux réceptions de toucher pour lui dans son premier match. Donc, très très fort match pour les Buccaneers et ça se termine sur un botté raté là, du botteur des Falcons. Ça doit avoir fait assez mal de perdre le match de cette façon-là. Effectivement. De l'autre côté, les Bengals de Cincinnati qui recevaient la visite, non, qui rendaient plutôt visite aux Browns à Cleveland. Et là, moi, là, depuis les débuts de Joe Burrow, j'étais en confiance face aux Bengals. Mais là, quand je me dis qu'on est allé chercher une victoire à l'arraché contre les Browns à Cleveland, c'est à se demander à quel genre de saison on va avoir le droit du côté des Bengals de Cincinnati. Parce qu'on dirait qu'à toutes les saisons, on les met parmi les tops de la ligue. Mais quand Joe Burrow termine 14 en 23, un mince 113 verges et une passe de toucher, et que son vis-à-vis qui a plus de 40 ans, Joe Flacco, termine 31 en 45, 290 verges, une passe de toucher malgré 2 interceptions. C'est à se demander où on s'en va du côté des Bengals. Ben écoute, je te comprends. Moi aussi, j'ai tendance à les voir peut-être comme meilleurs qu'ils sont en début de saison. Mais ça fait plusieurs saisons qu'on les voit avoir un mauvais match pour commencer la saison, peut-être deux, puis après ça, se remettre sur la route de la victoire. Donc, j'espère pour eux que c'est ça qui va arriver. Sinon, je trouve qu'on est un peu en train de gaspiller les talents de Joe Burrow. Pas qu'il n'y a pas de bons receveurs de passe, mais si on n'est pas capable d'aller chercher des victoires, c'est dur à voir. Donc, j'espère que c'est encore un mauvais début de saison, mais si c'est ça, encore là, il va falloir qu'on commence à tourner les choses de côté à partir de la saison prochaine. Tu peux pas aspirer aux grands honneurs en commençant tes saisons avec des matchs comme ça. C'est pas possible. Pour être bien honnête, là, dans le top 5 des pires équipes, je suis passé très très proche de mettre les Bengals parce que pour moi, gagner un match par un point face aux Browns, c'est pas une belle performance, c'est pas ce que tu veux voir d'une équipe qui devrait être une bonne équipe lors de la première semaine. Non, je suis 100% d'accord. J'ai bien hâte de voir la suite des choses du côté des Bengals qui, depuis, là, j'ai envie de dire, 2 saisons, c'est vraiment coup-ci, coup-ça. Autant pour les défaites que pour les blessures. On va souhaiter un Joe Burrow en santé cette saison. Puis une bonne saison Bengals parce que ça a été difficile là, depuis les 2 dernières saisons. Une équipe qui a mal débuté la saison face à une équipe qui nous a surpris par une décision un peu audacieuse, j'ai envie de dire. C'est les Colts d'Indianapolis qui ont mis sur la touche Anthony Richardson, qui est le jeune corps arrière des Colts qui, la saison passée, a été succombé par des blessures, est revenu en fin de saison. Ça a été difficile. Par la suite de mémoire, c'est Joe Flacco qui est rendu avec les Browns, qui avait terminé la saison. Daniel Jones était le corps arrière face aux Dolphins de Tua Tagovailoa. C'est 272 verges, 22 en 29, une passe de toucher. Les Colts qui l'emportent 33-8. C'est vrai que où étaient les Dolphins?
Excellente question, honnêtement. Je m'attendais pas à une grosse saison de la part des Dolphins, mais je m'attendais pas à un départ comme ça. Faut dire que la défensive des Colts a fait du très bon travail, a limité quand même les Dolphins assez solidement. Et comme tu as dit, Daniel Jones, une énorme performance, honnêtement, pour ce qu'on s'attendait de lui. Lui qui a eu des grosses difficultés dans les dernières saisons, personne ne le voyait vraiment comme un vrai corps numéro un dans la NFL à ce point-ci. Je pense qu'il a peut-être prouvé qu'il est encore capable d'avoir du potentiel, disons avec les Colts cette année. Donc, écoute, les Dolphins qui sont en voie d'avoir l'honneur d'avoir le premier entraîneur-chef mis dehors, selon moi. Donc, très, très mauvais match pour les Dolphins et très, très fort match pour les Colts. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter là-dessus. Tua Tagovailoa qui a été limité à 114 verges, 14 en 23, une passe de toucher et 2 interceptions. Donc vraiment un match difficile pour les Dolphins de Miami qui, si je peux me le permettre en terminant, ont inscrit 8 points dans la rencontre, mais seulement au quatrième quart. Donc c'est 3 premiers quarts sans aucun point inscrit. Trevor Lawrence et les Jaguars de Jacksonville avaient de la pression. Après une saison, même 2 saisons difficiles, surtout la saison passée avec des blessures, les Jaguars qui recevaient la visite des Panthers de la Caroline et n'avaient pas le droit d'échapper cette rencontre. C'est vrai que c'était primordial pour les Jaguars, j'ai envie de dire, mais surtout pour la confiance de Trevor Lawrence, qui n'a pas mal fait dans cette rencontre-là. 19 en 31, 178 verges, un touché, un interception. Son vis-à-vis Bryce Young, qui n'a pas mal fait non plus. 18 en 35, 154 verges, un touché, 2 interceptions. Je pense que tu es d'accord avec moi, là, les Jaguars n'avaient pas le droit de perdre cette rencontre-là. Non, surtout pas contre les Panthers. Un match relativement correct, rien d'énorme du côté des Jaguars. On s'entend qu'on jouait quand même contre les Panthers. Là, premier match de la saison, il fallait une victoire, c'est ce qu'on a été faire. Très intéressant de voir Travis Hunter jouer des deux côtés du ballon aussi, jouer comme receveur et comme demi de coin, si je me trompe pas. Donc, super, super intéressant de voir ça se dérouler dans la NFL, un joueur qui joue des deux côtés. Puis, pas grand-chose à dire. Un match assez, je dirais, facile à prédire, selon moi, les Panthers qui n'étaient pas une équipe difficile à battre en première semaine. Donc, comme tu as dit, les Jaguars devaient l'emporter et ils l'ont fait. Les Panthers qui, depuis plusieurs saisons, là, sont une équipe qui ont l'étiquette de facile à battre. Donc, faut encore moins les prendre à la légère. Les Jaguars qui ont bien fait défensivement, limitant les Panthers à 3 points lors des 3 premiers quarts et 7 points lors du 4e quart. Je pense que le mot d'ordre du côté des Jaguars cette saison va être la défensive qui va devoir là, tenir le coup lors des diverses rencontres de la saison. Rapidement, les Raiders, premier match de Geno Smith à la barre des Raiders face aux pauvres Patriotes. J'ai envie de dire que les Patriotes, là. Drake Mayer, 46 passes tentées, moins de 300 verges, une passe de toucher, une interception. Geno Smith, 24 en 34, 362 verges, un touché, une interception. J'ai envie de dire que c'est du Geno Smith. C'est ce quoi il nous a habitués lors des dernières saisons avec les Seahawks de Seattle. J'ai vraiment hâte de voir au courant de la saison ce que ça va donner Geno Smith avec les Raiders. Les Raiders, il faut se le rappeler, puis on a souvent parlé avec Pierre David lors de la saison dernière, ça a été, j'ai envie de dire, une moitié de saison complètement catastrophique. On a fait des changements au niveau du staff. Les Raiders ont quand même bien terminé la saison. On a senti là, un vent de renouveau. Puis là, en faisant l'acquisition d'un gars comme Geno Smith, j'ai l'impression qu'on est venu stabiliser le poste de carrière qui va nous permettre justement peut-être d'éclore là, au niveau de la saison parce qu'on n'avait pas une mauvaise équipe du côté des Raiders. Mais je pense qu'on n'avait pas le corps arrière qu'il nous fallait pour justement être capable là, de faire rouler l'attaque. Donc vraiment hâte de voir la suite. Et du côté des Pats, c'est dommage, mais j'ai l'impression qu'on s'enligne vers une autre saison difficile. Ce qui est dommage avec les Pats, c'est que la seconde où on a perdu Tom Brady, on n'avait pas de plan B.
On a mis tous nos œufs dans le même panier. On lui a donné des receveurs. On lui a donné tout ce qu'on pouvait pour aller chercher le plus de Super Bowl possible. Puis c'est correct. Mais je pense qu'on aurait dû conserver des choix au pêchage pour se préparer de la relève. Parce que je m'excuse. Puis peut-être que je me trompe. Puis vous me le direz. Mais c'est pas avec Drake Mayer que les Pats vont se rendre au Super Bowl demain matin. Ni dans 2 ans. Puis ni dans 3 ans. Je sais pas ce que t'en penses. Mais moi, personnellement, être l'organisation des Pats, je commencerai à me chercher un plan B rapidement. Moi, je pense qu'ils vont lui laisser une chance. Il est encore très jeune, Drake May, c'est juste sa 2e saison. Donc, je pense que j'ai regardé, c'est un des matchs que j'ai eu le temps de regarder au complet. Je pense que les Patriots, tu l'as dit, 46 tentatives de passe pour un carrière dans sa 2e saison, c'est juste beaucoup trop. On a un entraîneur-chef qui en est à sa première saison avec les Patriots. On a un corps arrière qui est à sa 2e saison avec les Patriots. On a fait lancer le ballon 46 fois, c'est beaucoup trop. Les Patriots sont allés chercher un porteur de ballon, Trevion Henderson, par le repêchage. Un très, très haut potentiel. On le fait pas assez courir, on fait trop lancer le ballon, c'est ça que ça donne. Ils ont eu quand même un bon début de match, mais étant les Raiders, surtout, tu sais, as parlé de Geno Smith, mais du côté des Raiders, on est allé chercher Pete Carroll quand même pour être l'entraîneur-chef. Ça a fait un très, très gros changement. On a vu l'expérience de cet entraîneur-là quand il a compris comment les Patriots allaient jouer le match. Ça a changé de côté tout de suite. Fin du premier quart, les Raiders sont partis avec le match. Les Patriots n'étaient plus capables de rien faire parce qu'on faisait juste lancer le ballon. Il faut qu'on commence à mettre un peu d'espoir dans notre jeune porteur de ballon, qu'on court un peu le ballon au lieu de juste lancer. Puis je pense que les Patriots pourraient peut-être remonter un peu leur espoir dans leur saison, mais je suis quand même d'accord avec toi. Je pense que ça va être une autre saison assez longue en Nouvelle-Angleterre. On a parlé tantôt des Jaguars qui n'avaient pas le choix de l'emporter contre les Panthers. Eh bien, j'ai envie de dire que les Cardinals de Kyler Murray n'avaient pas le choix. Ne pouvaient se permettre de l'échapper contre Spencer Rattler et les Saints de la Nouvelle-Orléans. Encore une fois, on a parlé de jeunes corps arrière. Trop de passes tentées. C'est 46 passes tentées pour Rattler avec les Saints. Et t'as résumé ça parfaitement, j'ai envie de dire. Qui dit haute tentative de passe, dit moins de jeu au sol. Encore une fois, on le voit, là, Alvin Kamara, qui est un excellent joueur au sol, running back du côté des Saints. C'est 45 verges, 11 tentatives, 1 touché au sol. That's it. C'est tout. C'est aussi simple que ça, là. Fait qu'il va falloir vraiment, là, du côté d'une équipe comme les Saints, qui compte sur un Kamara, si on veut espérer pouvoir gagner des matchs, il va falloir utiliser le jeu au sol plus souvent. Du côté des Cardinals, la saison passée, ça a été difficile. Kyler Murray a été blessé pendant la majorité de la saison et est revenu de mémoire. Il restait peut-être 2 ou 3 matchs à la saison. C'était déjà terminé pour les Cards. 163 verges, 21 en 22, 2 passes de toucher. Trey Benson au sol, 8 tentatives de course, 69 verges. C'est quelque chose qui est respectable quand on regarde au niveau des statistiques pour les Cards qui l'ont emporté 20-13 sans trop en faire. Absolument. Puis tu l'as dit, c'était un match que les Cards ne pouvaient pas échapper. Les Saints, c'est comme j'ai dit pour les Panthers, selon moi, c'était une équipe qui était facile à battre. Tu ne veux pas commencer ta saison avec une défaite contre une équipe comme ça. Donc, encore un match qui était peut-être moins intéressant pour la plupart des fans, mais une victoire bien méritée pour les Cardinals. Un match qui retenait l'attention de plusieurs, j'ai envie de dire. C'est le match entre les Steelers de Pittsburgh et les Jets de New York. Je ne dis pas que ce match-là suscitait de l'intérêt parce que c'est quand même les Jets de New York qui étaient de l'autre côté. Mais la question dont tout le monde se posait, c'est comment allait performer le vieux A-Rod. Aaron Rodgers, qui s'est amené avec les Steelers de Pittsburgh, on se demandait comment ça allait aller, comment allait-il se débrouiller. Parce qu'on va se le dire, avec les Jets, ça a été lamentable. On lui a donné tout ce qu'on pouvait, on est allé chercher de l'aide. Ça n'a pas donné ce qu'on aurait voulu. A-Rod qui faisait un retour à New York au MetLife Stadium. C'est vrai que c'est 4 passes de toucher. 22 en 30. 244 verges. Dinky Metcalf, 4 en 7. 83 verges. Son vis-à-vis Justin Fields n'a pas mal fait. 16 en 22.
218 verges, une passe de toucher, mais vraiment, j'ai l'impression qu'on a revu le Aaron Rodgers des beaux jours avec les Packers. Ben, je pense qu'il y avait ce match-là d'encerclé sur son calendrier de retour contre son équipe des 2 dernières saisons. Je pense qu'il voulait être prêt à tout donner pour ouvrir la saison, puis il a prouvé qu'il n'est pas encore tout à fait fini, dans le fond. Donc, un festival offensif à New York. Grosse partie de Aaron Rodgers. Moi, j'étais convaincu que c'était terminé pour Aaron Rodgers. Quand j'ai vu que les Steelers avaient été le chercher, je me suis dit, qu'est-ce que Pittsburgh sont en train de faire là? Quand on a vu les vidéos qui circulaient dans le camp d'entraînement de son jeu de pied, qui avait l'air d'avoir un boulet après sa cheville, je me suis dit, il n'y a aucune chance qu'il y ait quoi que ce soit qui se passe de bon à Pittsburgh. Puis finalement, après une semaine, j'ai peut-être pas complètement raison. Aaron Rodgers m'a énormément surpris pendant son premier match. Malgré Russell Wilson au poste de carrière des Giants de New York, les déboires ont continué à suivre l'équipe new-yorkaise, limitée à seulement 6 petits points, 2 fois des placements de 3 points. Leur vis-à-vis, les Commanders de Jaden Daniels ont bien fait, inscrivant 21 points. Le jeune carrière des Commanders a terminé la rencontre avec 19 passes complétées sur 30 tentatives, 233 verges et une passe de toucher. Les Broncos de Denver de Bo Nix, les Broncos qui j'ai envie de dire seront une équipe intéressante à surveiller cette saison. Bo Nix, bon, 40 passes tentées, encore une fois, à défaut de me répéter, c'est trop. 25 en 40, 176 verges, une passe de toucher, 2 interceptions. Du côté des Titans, Cam Ward, 12 en 28, 112 verges, ça s'est arrêté là. Somme toute, ça n'a pas été un match électrisant. Mais les Broncos en ont juste assez fait. Puis j'ai vraiment hâte de voir là, qu'est-ce qui va en devenir les Broncos pour les semaines à venir. Les 49ers de San Francisco, qui eux aussi ont connu une saison difficile lors de la dernière campagne, retrouvaient le terrain à Seattle face aux Seahawks et Brock, la légende, Purdy, était de retour à son poste. C'est 26 en 35, 277 verges, 2 touchés et 2 interceptions. Ricky Pearsall, c'est 4 réceptions visées 7 fois, 108 verges du côté là, des réceptions du côté des 49ers. Christian McCaffrey, 9 en 10, 73 verges. Et de l'autre côté, Sam Darnold, j'ai envie de dire, a été correct. 16 en 23, 150 verges, aucune passe de toucher. Il y a eu un touché au sol par Zach Charbonnet du côté des Seahawks. C'est pas un match qui a passé à l'histoire, mais là, malheureusement, on s'acharne du côté de Brock Purdy avec les blessures. On a annoncé dans les derniers jours 2 à 5 semaines pour une blessure à l'orteil. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver parce que là, c'est Mac Jones qui va être le corps partant dans le premier match. J'ai envie de dire, allumez vos lampions parce que ça risque d'être long. Là. Puis en plus, je pense qu'on affronte les Saints. Oui, il me semble que oui. Eh. Oui, contre les Saints. Mac Jones, Spencer Rattler, fermez votre télé parce qu'elle va être tout un match. Puis en plus de ça, on a George Kittle aussi qui est blessé. Donc l'attaque des 49ers qui était quand même centrée un peu autour de George Kittle, un des meilleurs ailiers rapprochés. Là. Donc tu perds probablement tes 2 meilleures pièces offensives, à part McCaffrey, disons. Ça va être difficile pour l'offensive des 49ers dans les prochaines semaines. Une équipe qui va retenir l'attention, c'est les Packers de Green Bay. L'acquisition de Micah Parsons des Cowboys, un Justin Love en pleine possession de ses moyens. On affrontait les Lions de Détroit, mes Lions, qui malheureusement ont peut-être manqué de jus. Ça a été difficile. On n'a pas été capable offensivement de faire le travail et ni défensivement. 10 points au premier quart, 10 points au quatrième quart. Limité à seulement 6 points lors des 3 premiers quarts. 31 à 39, 225 verges, un touché, une interception pour Jared Goff, David Montgomery. C'est 11 tentatives de course pour un mince 25 verges. Du côté des Packers, Josh Jacobs, 19 tentatives, 66 verges, un touché au sol. Jordan Love, 16 en 22, 188 verges, 2 touchés
au sol. Honnêtement, là, Micah Parsons, quel ajout pour les Packers. On l'a vu dès Absolument. ses premiers chiffres sur le terrain. Était dangereux. Un sac du corps sur Jared Goff qui a réussi à se sortir de la tertiaire. Parsons est parti en pleine course. Et Pierre David vient de soulever quelque chose d'important là, en commentaire ici. Packers vers un Super Bowl avec l'ajout de Parsons. Je pense que c'est une équation qui est facile à faire. Absolument. On va en parler dans notre top 5 des meilleures équipes, je pense, tous les deux. Un excellent match pour les Packers. Un deuxième excellent match hier soir. C'était le premier match de la semaine 2. Donc, pour moi, les Packers sont en train de prouver qu'ils vont être une force dans la ligue et probablement les favoris pour le Super Bowl pour plusieurs personnes après 2 matchs de jouer. Les Rams. Les Rams qui l'ont emporté contre les Texans 14-9. Bon, un match qui, somme toute, là, a été assez tranquille. CJ Stroud, 19 en 27, 188 verges, 1 interception. Matthew Stafford qui a bien fait avec 21 en 29, 245 verges et une passe de toucher. J'ai bien hâte de voir la suite des choses pour les Texans qui, dans les 2 dernières saisons, ont quand même connu du succès. Mais lorsqu'on est limité à seulement 9 points, lors des 2 premiers quarts, qu'on n'est pas capable d'aller inscrire de points lors des 2 derniers, j'ai envie de dire qu'il va falloir que l'attaque se réveille. Absolument. Match historique dimanche soir en direct de Buffalo dans le mythique R. Mark Stadium de Buffalo. Alors que les Ravens de Baltimore visitaient les Bills à Buffalo. Cédric, avant chaque début de saison, on place les Bills en dessous de l'autobus. On se dit, ils n'ont pas de défensive, vont donner trop de points, vont se faire lessiver, vont connaître une saison difficile. Josh Allen, trop de poids sur ses épaules. Affronte les Ravens en partant. Calmez-vous. Calmez-vous. Les Bills de Buffalo sont mis en dessous de l'autobus à chaque saison depuis des lunes et des lunes. Ils ont plus faim, là, des demi-lunes, ils en ont assez mangé, là. C'est assez, là. On les enlève d'en dessous de l'autobus, puis on les met sur l'autobus ou dans l'autobus, mais arrêtez de les mettre en dessous. C'est vrai, il y a des gros morceaux qui sont partis. Des gros morceaux. Puis on l'a vu parce que ça a apparu. On a donné 41 points, 40 points. Mais attention, t'as pas donné 40 points contre les Rams. T'as pas donné 40 points contre les Dolphins. T'as donné 40 points contre les Ravens de Baltimore qui comptent sur un Lamar Jackson, un Derrick Henry, un Zay Flowers. À un moment donné, faut faire la part des choses. Je suis d'accord. Après 3 quarts, pour moi, c'était fini. Là. C'était terminé. Les Bills de Buffalo n'étaient plus dans la rencontre. Là. Je veux dire, là, je fais juste le compte parce que je suis pas certain. Là, mais on avait 34 points inscrits après 3 quarts du côté des Ravens. C'était 34-19 après 3 quarts du côté des Ravens. Il restait le 4e quart, puis c'était terminé. C'était terminé, c'était dans la poche. On se disait, c'est fini. Mais attention, là. C'était pas fini. Non, loin de là. En moins de 5 minutes, à partir des 4 dernières du 4e quart, c'est 2 touchés back-to-back, un botté de placement à la toute dernière seconde, et les Bills se sauvent avec la victoire 41-40. Victoire historique. Première fois dans l'histoire de la NFL qu'un match se termine par le pointage de 41-40. Josh Allen, 33 en 46, 394 verges, 2 passes de toucher. De l'autre côté, Lamar Jackson, 14 en 19, 209 verges, 2 passes de toucher.
Il a 6 tentatives de course pour 70 verges, ayant un touché au sol. Derrick Henry, le monstre, c'est 18 tentatives de course, 169 verges, 2 touchés et 1 échappé. Cédric, quelle rencontre! Keon Absolument le Coleman du côté match des de la Bills, semaine. ça a été Le match de la complètement semaine, le fou. match de l'année jusqu'à date. Ça, Complètement. c'est certain. Je pense que même jusqu'à la fin de la saison, je serais surpris qu'on voit un match plus important, plus historique, plus impressionnant, plus quoi que ce soit. Tout ce que je peux dire, c'est les deux équipes. Si t'es les Ravens, t'es dans une position avec une avance de 15 points, il reste 4 minutes, je pense. Tu échappes ce match-là, c'est absolument inacceptable. Puis quand tu regardes ça du côté des Bills, super belle remontée, historique, grosse victoire, bien importante, mais tu peux pas être dans une position de perdre par 15 points quand il reste 4 minutes non plus. Tu peux pas t'asseoir sur le fait que tu peux avoir une remontée comme ça. Donc, il va falloir faire attention, évidemment, au niveau défensif du côté des Bills. On ne peut pas laisser passer autant de points, mais quand même un fort match de Josh Allen et de Lamar Jackson. Très, très, très gros match. Très intéressant, très entertaining, j'ai envie de dire. Oui, ça a été, somme toute, pas un match défensif de part et d'autre, un match plutôt offensif. Zion Flowers, du côté là, de la réception, c'est 7 en 9, 143 verges, une passe, 2 touchés. Du côté des Bills, eh bien, Keon Coleman, c'est 8 en 11, 112 verges pour une passe, 2 touchés. Les Bills, qui l'ont emporté 41 à 40. Football du lundi soir, 8 septembre. Alors que les Vikings du Minnesota rendaient la visite aux Bears de Chicago de Caleb Williams. Ça a été un début de match correct du côté des Bears. Ça a été long avant que les Vikings se réveillent. On se demandait où est J.J. McCarthy. Est-il resté au Minnesota pour ce match? Et attention, il attendait le 4e quart pour 3 passes. Pour 2 passes de toucher et 1 touché au sol, une remontée des Vikings avec 21 points au 4e quart pour l'emporter 27 à 24. J.J. McCarthy, 13 en 20, 143 verges, 2 passes de toucher, 1 interception. Et de l'autre côté, Caleb Williams, c'est 21 en 35, 210 verges et 1 passe de toucher. Grosse performance des 2 corps arrière. Et heureusement, le réveil de J.J. McCarthy. Absolument. Puis ça aurait pu sembler comme un match plate pour la plupart des gens qui s'attendaient, tu sais, le football du lundi. D'habitude, on essaie d'avoir des gros matchs. Là, on a les Vikings contre les Bears semaine 1, mais une belle remontée des Vikings en fin de match. Grosse performance d'éclosion pour J.J. McCarthy. J'espère pour lui une belle saison, une longue saison. Et pas trop mal fait non plus pour Caleb Williams. Donc, belle performance des 2 jeunes corps. Ça va être intéressant de voir le reste de la saison pour les 2. Avant, dans le fond, là, il y avait un autre match hier qui était dans le début de la semaine 2. Fait qu'on on va y aller tout de suite. Les Packers de Green Bay qui l'ont emporté contre les Commanders de Jayden Daniels. Ça a été un début de match très très difficile pour les Commanders, limité à seulement 3 points après 3 quarts. C'est ensuite, là, au dernier quart, qu'on s'est réveillé du côté des Commanders, trop peu, trop tard. Les Packers qui, encore une fois, ont donné du solide football. 19 en 31, 292 verges, 2 passes de toucher pour Jordan Love. Jayden Daniels, 24 en 42, 200 verges, 2 passes de toucher. Josh Jacobs du côté des Packers, c'est 23 tentatives de course, 84 verges, 1 touché au sol. Tucker Kraft, le jeune Tucker Kraft, 6 en 7, 124 verges et un touché finalement par la passe. Zach Ertz du côté des Commanders, 6 en 8, 64 verges, 1 touché. Deebo Samuel également, l'ancien des 49ers, c'est 7 en 8, 44 verges et 1 touché. Donc les Packers qui l'ont emporté 27 à 18 et les Commanders qui sont donc maintenant avec un dossier de 1 et 1. Survol du classement rapide puisqu'il y a eu seulement un match là, pour plusieurs. Cincinnati dans la AFC Nord qui est premier avec les Steelers. AFC Sud, Indianapolis qui est premier avec Jacksonville. Buffalo qui est au premier rang. Toutes les autres équipes de la AFC Est ont subi la défaite. Chargers, Broncos
Et Las Vegas, premier dans la AFC West, avec tous une victoire. Avec un match en plus, les Packers sont au premier rang de la NFC Nord avec 2 victoires. Les Vikings sont au deuxième rang. Dans la NFC Sud, les Buccaneers qui sont premiers, les autres équipes de la NFC Sud ont tous subi la défaite. NFCS, Eagles, Washington premier. Et dans l'Ouest, la NFC West, San Francisco, Arizona et les Rams ont tous une victoire. Au niveau des meneurs, Jordan Love qui est au meneur par les verges par la passe avec 480 verges. Au niveau des touchés par la passe, c'est 4 touchés. Pourcentage de passes complétées, Jalen Hurts avec 82,6%. Verges au sol, Derrick Henry 169 verges. Josh Allen 2 passes de toucher. Zay Flowers 143 verges par la voie de la réception. Et touché par réception, Emeka Egbuka du côté de Tampa Bay avec 2 réceptions. Donc, un, c'est par la course et l'autre là, par la voie des airs. Cédric, il est maintenant le temps de se mouiller avec notre premier top 5 des meilleures équipes et le top 5 des pires max saucisses de la NFL. Et oui, ces top 5 sont de retour. Quel est le top 5 de tes meilleures équipes dans la NFL? En commençant par ma 5e place, là, je tiens à préciser que c'est vraiment une overreaction là, de la première semaine. On s'entend, je me base pas trop sur la saison passée quand même. Un petit peu, mais pas trop. À ma 5e place, j'ai les Colts avec une énorme victoire contre les Dolphins, un écart de 25 points. Je pense que ça vaut une place dans mon top 5 après la semaine 1. De mon Pour ce côté... qui est de ma... Ok, excuse-moi. Vas-y. On peut défiler tes 5. Ma 4e place, après une victoire contre les Chiefs importante, j'ai les Chargers. Grosse performance de Justin Herbert. Je m'attends à ce qui donne suite à cette performance-là. Je pense que les Chargers sont bien placés pour cette saison. En 3e place, j'ai les Bills. Comme j'ai dit tantôt, je ne veux pas les mettre en première place. Il a fallu qu'on remonte la pente. Ça n'a pas été facile. Et c'est pour ça que j'ai pas les Ravens non plus. On s'est fait remonter un 15 points en 4 minutes. Je ne suis pas à l'aise de les mettre dans un top 5 pour l'instant. En 2e place, j'ai les champions du Super Bowl, les Eagles, qui ont bien fait contre les Cowboys. Donc, c'est la partie où je me base plus sur la saison passée. Peut-être pas le plus fort match overall pour les Eagles contre les Cowboys, mais on a vu une équipe très solide. Et j'en ai parlé tantôt, mon numéro 1, mes favoris pour le Super Bowl pour l'instant, c'est les Packers. 2 très forts matchs. Jordan Love a un énorme début de saison. L'ajout de Micah Parsons a changé cette défensive-là. Pour moi, c'est la meilleure équipe de la NFL. Intéressant. De mon côté, j'ai été un petit peu plus conservateur, envie de dire, dans mon optique là, des dernières saisons avec le fameux top 5. Au 5e rang, j'ai hésité. Et je suis sûr que plusieurs vont être surpris. J'ai hésité entre les Eagles de Philadelphie et les Vikings du Minnesota. Et j'ai préféré y aller avec les Vikings puisqu'il y a eu une grosse remontée de J.J. McCarthy à la fin du 4e quart. Vous comprendrez donc que les Eagles, pour moi, ne seront pas dans ce premier top 5 de la saison. J'aurais pu les mettre, là, comme Cédric a mentionné, c'est le début de la saison. On aurait pu mettre 10 équipes dans ce top 5-là. On devait faire des choix. Il va y avoir assurément des changements lors de la saison. 4e rang, les Broncos de Bo Nix. Je l'ai dit, pour moi, les Broncos, je pense que ça peut être intéressant de les voir aller. Une victoire, somme toute, convaincante, qui n'a pas été magistrale, mais je pense qu'on a mis le ton pour la saison, puis je pense que ce n'est que de bon augure pour Denver. En 3e position, les Packers de Green Bay qui sont allés chercher une victoire intéressante. Et là, attention, j'ai mis mon top 5 en considérant la première semaine et non la victoire d'hier contre les Commanders. Donc, voilà. 2e rang, et là, attention, les Ravens de Baltimore. Oui, ils ont subi la défaite, une remontée, perdu 41-40, mais avec une telle force de frappe, je me vois mal de ne pas mettre les Ravens dans le top 5, parmi même le top 3. Donc, les Ravens de Baltimore sont pour moi au 2e rang et au 1er rang, malgré une défensive qui n'a pas fait le travail, mais une victoire historique. Les Bills de Buffalo s'installent au 1er rang. Du côté du top 5 des pires max saucisses de la NFL, et ça, c'est le cas de le dire, c'est un saucisse McMuffin suprême, j'ai envie de le dire. Pour moi, au top 5, les Panthers sont 5e,
Les Patriots 4e. Les Titans du Tennessee sont 3e. Les Dolphins de Miami, puis j'ai été généreux de ne pas les mettre premier, sont 2e. Et les pauvres Giants de New York, qui encore une fois ont déjà creusé leur tombe, sont au premier rang. Moi, j'avais une hésitation quand on est à la 5e pire équipe. J'hésitais entre les Titans, les Browns. J'ai été avec les Browns. Peut-être pas une défaite sanglante là, contre les Bengals, mais on sait que les Bengals ont des mauvais débuts de saison. C'était pas très fort du côté des Browns. Je m'attends pas à grand-chose de eux cette saison, donc j'ai les 5e pour l'instant. Ensuite, j'y vais avec les Panthers, qui, comme j'ai dit tantôt, une équipe pas très difficile à battre. J'enchaîne avec une autre équipe pas très difficile à battre. J'ai les Giants en 3e position des pires équipes. Comme toi, je me voyais pas mettre les Dolphins exactement dernier. Donc, je les ai avant-dernier selon moi pour l'instant. Et pour moi, la pire équipe, je projette un peu le reste de la saison aussi. Mais pour moi, la pire équipe, c'est les Saints. Et je pense que ça va rester les Saints pour une bonne partie de la saison. Ouais, effectivement, les Saints qui auraient pu être un choix fort intéressant parmi le top 3 des pires équipes dans la NFL. Il est maintenant l'heure de se mouiller avec nos prédictions de la semaine 2. J'ai pris en compte que les Packers ont joué hier. Mon choix aurait été Green Bay. Parce que je pense que personne ne peut se tourner contre les Packers. Somme toute, là, la semaine 1, je sais pas toi au niveau de tes prédictions comment ça a été. J'ai fini 9 en 14. Donc, quand même un bon taux là, de mon côté. Donc toi, je sais pas ce que ça a donné. J'avais pas enregistré de prédiction pour la semaine 1, mais en regardant là, les scores, je pense que j'aurais été environ autour de ce que tu as dit, le 9 en 14 environ. Je pense que ça aurait été quelque chose comme ça, là, voyant les équipes que j'aurais pris. Allons-y avec dimanche le 14 septembre. Les Browns qui vont rendre visite aux Ravens à Baltimore, là où il y a du bruit. Et de mon côté, les Ravens seront les gagnants. À 100%, j'ai même mentionné les Browns dans mon top 5 des pires équipes. Donc, évidemment, pour moi, les Ravens vont l'emporter. Un duel qui peut être intéressant en direct de Cincinnati, alors que Joe Burrow et les Bengals vont recevoir la visite de la coupe de cheveux. Trevor Lawrence et les Jaguars de Jacksonville, commandité par Head & Shoulders. Quel est ton choix? J'y vais avec les Bengals. Comme j'ai dit, c'est souvent des semaines 1 qui sont difficiles à Cincinnati. Je pense que je garde quand même confiance en Joe Burrow. Je garde quand même confiance en les Bengals. Et bon, les Jaguars, j'espère pour eux un bounce back, disons, mais j'y crois moyen. Donc, j'y vais avec Cincinnati pour la semaine 2. Par le passé, dans les dernières saisons, j'avais une confiance en Trevor Lawrence et les Jaguars. Je trouvais qu'il y avait un potentiel. Il y a 2 ans, lorsqu'on est rentré en éliminatoire, j'avais confiance aux Jaguars. Je les amenais même dans le carré d'as. Les Bengals, de l'autre côté, étaient aussi intéressants à ce moment-là. Présentement, j'ai ni confiance aux Bengals et ni confiance aux Jaguars. Mais je pense que si j'avais à faire un choix, je vais y aller du côté des Bengals de Cincinnati. Par l'entremise qu'on est à Cincinnati et que je crois qu'on peut aller chercher cet avantage-là pour ressortir gagnant de ce match. Les pauvres Giants de Russell Wilson vont visiter les Cowboys à Dallas et sans aucun doute, les Cowboys vont l'emporter. Absolument d'accord avec toi. Comme j'ai dit pour les Browns, les Giants sont dans mes pires équipes, donc pas de surprise de mon côté, les Cowboys vont l'emporter. Ce duel fort intéressant à 13h, présenté sur RDS2 entre les Bears de Chicago et les Lions à Détroit, les Lions qui retrouvent leurs partisans. C'est ça? Ou ils ont joué à domicile la semaine passée? Ah, je sais plus, j'ai un doute. Il y a un doute. Ouais, c'est ça. Ils retrouvent leurs partisans. Ils ont été à Green Bay lors de la semaine 1. Oui, c'est ça. Vont recevoir la visite de Caleb Williams et les Bears. Et là, moi, c'est sans équivoque. Les Lions de Détroit vont retrouver le chemin de la victoire et repartir sur une séquence de victoire. J'y vais avec les Lions aussi. Les Bears sont pas encore à ce niveau-là pour moi. Je pense que les Lions vont être affamés d'aller chercher une victoire après la dure défaite contre les Packers. Donc, Détroit pour moi aussi. Mais je ne serais pas étonné d'avoir un match serré jusqu'à la fin. Je m'attends peut-être à une victoire, là, quelque chose comme 27-24 en faveur des Lions.
Les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre qui vont visiter les Dolphins à Miami. Et là, je te laisse te mouiller parce que moi, personnellement, là, aucune idée de où je m'en vais avec ça. Les Dolphins sont absolument pourris. Et je garde confiance là, pour ceux qui savent pas. Toi, tu es un fan des Lions. Moi, c'est peut-être bizarre étant un fan du Canadien que j'aime une équipe de Boston. Mais quand j'étais petit, c'était Tom Brady, c'était les Patriots qui gagnaient tout le temps. C'est resté dans mon cœur. Donc, je suis un fan des Patriots. Et contre les Dolphins, je ne veux pas miser pour les Dolphins avec ce que j'ai vu la semaine dernière. Donc, j'y vais avec les Patriots. Je pense qu'on va avoir déjà un match dans la poche du côté de Mike Vrabel, qui est le nouvel entraîneur-chef. Je pense qu'on va avoir s'être adapté un petit peu plus. Je pense que les Patriots ont des bonnes chances de l'emporter cette semaine. Eh là là! C'est rare que je bug sur un. J'ai mis un nom sur ma feuille, mais on dirait que je suis pas sûr. Je vais conserver mon choix parce que je me dis que c'est impossible qu'ils soient mauvais comme ça toute l'année. Eux qui ont connu des bonnes saisons dans le passé. Étant un fan des Bills, ça me fait mal. Mais je vais me ranger derrière les Dolphins qui vont battre à domicile les Pats qui, eux, vont être sur la route à Miami au Hard Rock Stadium. Puis je suis vraiment pas certain de cette prédiction-là. Les 49ers qui seront avec Mac Jones contre les Saints de Spencer Rattler. Quelle est ta prédiction? Ça Que ça va être le pire match de la semaine. C'est ça ma première prédiction. Je pense que malgré que ce soit Mac Jones qui débute le match, malgré que George Kittle soit pas là, je pense quand même que les 49ers ont une équipe overall plus solide que les Saints. Je pense que les Saints, à part Camara, ont vraiment rien qui vont pour eux. Donc, je me range du côté des 49ers un peu à contre-cœur parce que vraiment, comme tu avais de la difficulté à décider entre les Dolphins et les Patriots, j'ai aucune idée qui prendre vu les blessures du côté des 49ers, mais je me vois pas prendre les Saints pour gagner un match de si près. D'accord avec toi, d'accord avec toi. Je pense que les Saints, honnêtement, tu sais, j'ai parlé tantôt des. Ben non, je peux pas faire le même comparatif. Je parlais tantôt des Pats qui, après le départ de Brady, n'avaient pas de relève. Du côté des Saints, on avait une relève en Derek Carr qu'on a décidé d'échanger. C'est-tu Derek Carr, je me trompe-tu? Non, c'est pas Derek Carr. Ben, Derek Carr était là, je sais pas, ça Ouais, fait combien Derek de temps Carr qu'ils était l'ont là. échangé. Après ça, il est allé avec les Raiders. Ouais. C'est ça. Tu sais, la relève des Saints a fait pitié. Puis je pense que c'est pour ça qu'on est dans les déboires présentement. Donc, pour moi, les 49ers, même avec Mac Jones, vont l'emporter en Nouvelle-Orléans. Les Bills de Buffalo qui vont visiter les Jets à New York et sans équivoque, sans aucun doute, les Bills vont l'emporter. Je suis d'accord avec toi. Juste avant de confirmer que je prends les Bills, je viens de faire la petite recherche, c'est l'inverse. Je viens de voir que Derek Carr a commencé avec les Raiders et jouait l'année passée avec les Saints finalement, donc les 3 dernières saisons. Donc, ben, moi aussi, je me range évidemment du côté des Bills. Les Jets m'ont un bon match offensif, mais à part ça, on peut prouver grand-chose dans le match contre les Steelers et les Bills. Ben, écoute, c'est les Bills de Buffalo, donc moi aussi, je me range là, de leur côté. Steelers, Seahawks, Pittsburgh va l'emporter. Ben, moi, j'ai pris les Seahawks. Je pense que Aaron Rodgers a eu une grosse performance pour le premier match de la saison, pour son premier match contre les Jets. Je pense qu'on ne verra pas 4 passes de toucher d'Aaron Rodgers. Je pense que Sam Darnold a connu un mauvais départ à son premier match. Je pense qu'il va essayer d'avoir un gros match pour revenir sur ses pieds. C'est un autre match que j'ai eu de la difficulté, honnêtement, à choisir mon vainqueur. Je pense que c'est deux équipes qui, selon moi, sont milieu du paquet. Là. Il n'y a pas une équipe qui est complètement nulle ou une équipe qui est en haut du peloton, disons. Donc, je me range du côté des Seahawks, peut-être un petit peu plus, moins conservateur que toi, peut-être un peu, mais je me dis qu'une fois de temps en temps, il faut peut-être pas toujours prendre les favoris. Donc, Seattle pour moi. 100% d'accord avec toi. Je suis conservateur et je me range vers le vieux Heron. Match encore une fois à 13h entre les Rams et les Titans. Et là, je m'excuse, mais je vais demeurer conservateur. Et les Rams seront les gagnants contre les pauvres Titans. Ben, je retourne du côté d'être conservateur. Les Titans, c'est pas contre les Rams qui vont remporter leur premier match. Je pense que Cam Ward est plein de potentiel, mais malheureusement, les Rams vont ne faire qu'une bouchée de ce jeune corps arrière, donc Los Angeles devrait l'emporter.
Les Cardinals de l'Arizona seront 2-0 suite à une victoire contre les Panthers de la Caroline et Bryce Young. Tout à fait d'accord avec toi. Les Panthers sont dans mes pires équipes, donc les Cardinals, assez facilement, selon moi, devraient l'emporter face aux Panthers. Bo Nix et les Broncos vont visiter Daniel Jones et les Colts. Quelle est ta prédiction? J'ai envie de dire que, à part les matchs plates là, de bas de classement, c'est peut-être le match le plus difficile à prédire. Pas des très bons départs. Je pense que les Broncos ont eu un départ plus moyen, mais je pense que c'était Bo Nix qui n'a pas eu sa meilleure performance en carrière. Je pense qu'il va être de retour. Même si j'ai mis les Colts dans mes 5 meilleures équipes après une semaine, je pense que les Broncos vont l'emporter. Je pense que la défensive des Broncos va être beaucoup plus solide que celle des Dolphins. Donc, un match qui devrait être, selon moi, peut-être un peu plus défensif. Deux très bonnes défensives là, qui s'affrontent. Mais je m'arrange du côté Denver. Les jours sombres sont terminés à Denver depuis le départ de Peyton Manning. Ça a été long. Ça a été des années difficiles. Bo Nix est là. On a une bonne défensive. Et je pense que ça peut être une très belle saison pour les Broncos. Denver l'emportera contre les Colts à Indianapolis au Lucas Oil Stadium. Les Chiefs de Kansas City de Pat l'associé Mahomes vont recevoir la visite de Jalen Hurts et les Eagles. Et j'ai hâte de t'entendre également sur cette prédiction. On va être à Kansas City, donc je m'attends à un bounce-back aussi des Chiefs. Cependant, je ne veux pas les nommer comme mes vainqueurs, donc j'y vais avec les Eagles. Mais honnêtement, je pense que ça va être un match assez serré. Je pense seulement que, honnêtement, tu regardes la performance du Super Bowl, il n'y a pas grand-chose qui a changé du côté des Eagles. Puis du côté des Chiefs, on a juste vieilli. Xavier Worthy est blessé. Travis Kelce, je ne sais pas s'il était jaloux du nombre de passes que Worthy recevait, a décidé d'y passer au travers. Donc, je pense que les Eagles vont être capables d'aller chercher ce match-là, mais ça va être très serré. Je serais vraiment pas surpris de voir les Chiefs l'emporter à la maison. Les Eagles de Philadelphie, pour moi, seront les vainqueurs à KC. Falcons, Vikings, Michael Penix Jr. contre J.J. McCarthy au Minnesota, au US Bank Stadium, que les Vikings l'emporteront à la maison. Et je suis d'accord avec toi. Je pense que ça va être un match serré encore une fois. Les Falcons ont montré quand même des belles choses contre les Buccaneers. Ils l'ont perdu de justesse à la fin, mais je pense que les Vikings à la maison vont être capables d'aller chercher cette victoire-là. Deux matchs lundi soir, le 15 septembre, alors que les Buccaneers de Baker Mayfield vont visiter C.J. Stroud et les Texans Houston au NRG Stadium. Les Buccaneers l'emporteront sur la route contre les Texans. Je vais me ranger du côté des Texans. J'aime beaucoup le look de cette équipe-là. Je pense que ça a été une dure première semaine, mais j'aime beaucoup ce que j'ai vu dans les dernières saisons. Je pense qu'ils sont capables de revenir après une défaite comme ça, surtout qu'on va être à Houston. Donc, je me range du côté des Texans pour ce match-là. 22h, vous avez bien vu l'heure. Les Chargers vont visiter les Raiders à Las Vegas. Duel entre Justin Herbert et Geno Smith. De mon côté, les Chargers l'emporteront à Las Vegas. Je suis d'accord avec toi. Je pense que les Chargers sont prêts pour une grosse saison. Je pense que Justin Herbert est prêt pour une énorme saison. Une vraie éclosion, là, vraiment prouvé que c'est un des meilleurs carrières de la ligue. Donc, je m'arrange du côté des Chargers aussi contre les Raiders à Las Vegas. Cédric, mission accomplie pour la semaine numéro 1. Après un épisode d'environ 1 heure, puisque nous avons débuté dans les environs de 18h45 minutes. Une grosse heure 100% NFL pour vous, mesdames, messieurs, en espérant que vous serez satisfaits de ce premier épisode et des prochains à venir. La semaine prochaine, nous devrions être de retour encore une fois vendredi soir, à confirmer en début de semaine prochaine. On va tenter de se garder un peu de temps pour la LCF, tenter là, de revenir sur les activités, mais vous comprendrez qu'avec la NFL et la Ligue nationale de hockey qui débute dans pas long, il va falloir qu'on trouve un moyen de mettre les 3 sports dans l'épisode. On est prêt à faire du temps. On est prêt à vous donner un solide show. Et on va être au rendez-vous. Cédric, merci d'avoir été là. Ben, merci de m'avoir donné l'occasion de faire la NFL avec toi. C'était super le fun. Écoute, ce n'est que le premier de plusieurs shows parce qu'il y en a de la semaine dans la NFL. On n'a pas fini d'en parler.
Mesdames, messieurs, mon nom est celui de toute l'équipe de l'échec avant. On vous dit à la semaine prochaine et on vous souhaite une excellente fin de soirée à tous. Ciao! C'est l'échec avant où le sport s'anime. Des débats passionnés, des moments sublimes. Du hockey, de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux. La MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport d'hier.